Bienvenue sur Point de Sauvegarde, le podcast jeux vidéo de la médiathèque Boris Vian de Chevilly-Larue, présenté par Blaise, Franck et Marie. Chaque mois, ou plus si affinité, nous vous partageons nos expériences sur un jeu vidéo présent à la médiathèque. Bonne écoute et n'oubliez pas de sauvegarder. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 16e épisode de Point de Sauvegarde. 16e déjà. 16e déjà, ouais. Et on sait toujours pas commencer ces épisodes. C'est toujours un peu, on patine toujours un peu au début, ouais, c'est clair. Bon, bah, salut Marie. Salut Blaise. Ça va ? Ouais. Cette période estivale un peu particulière. Oui, il fait pas assez chaud pour moi, mais écoute, on fait avec. Il fait pas assez chaud et plein de galères, mais bon, écoute, on continue d'enregistrer contre vents et marées. Enregistrer, c'est pas un problème. C'est tout le après tout qui... le reste qui va être compliqué. Mais bon, écoute, on enregistre, on verra bien ce que ça donne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de deux jeux, comme on a déjà fait. Parce qu'on n'a plus aucun jeu en commun ou presque, en fait, tous les deux. Ça commence à être compliqué. Et puis là, en ce moment, moi, j'avoue que je joue à plein de trucs qui viennent de sortir. Donc en fait, j'ai pas le temps de rattraper les jeux qu'on a et les jeux d'avant. Donc on se projette sur les trucs qu'on a fait ces derniers temps. Moi, je parlerai d'un jeu qui est sorti cette année en plus. Donc, oh, pas mal, parce que moi, il a 2 ans. 2 ans, ok. Alors, on fait comment ? Tu commences ? Eh ben, ouais, parce que la dernière fois, je crois que c'est toi qui avais commencé quand on a parlé chacun d'un jeu. Donc, let's go. C'est parti. Je vais commencer. Ok, d'accord. Bon, bah moi, je vais rester sur la Switch, même si je commence à être un peu à court de jeux que j'ai fait sur Switch. En vrai, j'ai commencé à regarder tous les jeux que j'avais fait dernièrement, et puis j'ai réalisé qu'il n'y en avait aucun qu'on avait à la médiathèque, c'était que les miens. C'est ça le problème. Ouais. Donc, bon, j'étais pas mince, je peux très bien parler de ce jeu, mais ça n'a aucun intérêt, vu que le but c'est quand même de présenter nos collections, car rappelons-le, nous sommes à la médiathèque Boris Vian de Chevilly-Larue, où vous pouvez emprunter des jeux vidéo. Du coup, on va parler d'un jeu Switch, et comme j'avais pas envie de me prendre la tête, j'ai pris un jeu qui n'était pas prise de tête, à savoir OA. H-O-A. Ok. Tu vois lequel c'est ? Oui, je vois la jaquette du jeu, je sais pas du tout à quoi ça ressemble en vrai. Donc c'est une très bonne manière de le présenter. Je pense que comme à peu près à chaque fois, de toute façon, si on parle de jeux qu'on ne joue pas l'un à l'autre, c'est le genre de jeu auquel tu ne toucheras pas. Et le jeu que tu as présenté, à mon avis, j'ai pas y touché non plus. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas grave, c'est le but aussi. Il faut sortir des sentiers battus et se présenter des jeux autres de temps à autre. Du coup, OA, c'est un jeu qui effectivement n'est pas sorti cette année, à l'inverse de celui dont tu vas nous parler. Moi, c'est un jeu qui est sorti en 2021 et qui est développé par Scrollcat Studio. Okay. Si le nom ne vous dit rien et qu'en plus vous ne connaissez pas OA, c'est normal parce qu'en fait c'est le seul jeu qu'ils ont sorti. D'accord. La seule info que j'ai dessus, c'est un studio vietnamien. Vietnamien, ok. Voilà. C'est marrant. Enfin, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on parle d'un studio vietnamien déjà. Je pense aussi. J'ai essayé de trouver des trucs. Qu'est-ce que les gens de ce studio ont fait avant ? Est-ce qu'ils ont d'autres projets en cours ? Vraiment rien. Rien nulle part. On sait rien de plus. Et en plus, j'ai voulu regarder un peu s'ils ont d'autres projets à venir, au moins. Donc, je suis allée sur leurs réseaux sociaux et la dernière info date de novembre 2022. On est en août 2023 et c'était pour nous annoncer qu'ils avaient gagné un award grâce à OA, dans un festival des Pays-Bas, à savoir Cinekid Festival. Donc tout est mystérieux pour l'instant, j'attends. Tout est mystérieux et c'est à peu près tout ce qu'on saura sur le studio. Donc vraiment, j'avais dit pas de prise de tête. Même le studio, il m'a dit, il y a aucune info, Marie, t'inquiète, ça va aller vite. Comment tu disais déjà Scrollcat. Scrollcat, ok. Scrollcat Studio. Tiens, si jamais on voit une info passer... Peut-être, ou alors dans 10 ans on apprendra que le studio a fermé. Ça se trouve, c'est ça, j'ai pas vérifié au commerce. Peut-être que le studio n'existe plus, en fait. S'ils ont gagné un award, j'espère qu'ils continuent de développer des jeux quand même. Le jeu, lui, existe, sachant que, évidemment, je vous en parle sur Switch, mais il est sorti sur les consoles Sony, ça au moins c'est sûr, et sur PC aussi, je pense. A priori, les jeux indés, ils sortent sur PC, c'est vrai. Ils sortent sur PC. Donc, qu'est-ce que c'est que OA ? C'est un jeu de plateforme et d'énigmes en 2 dimensions, qui est extrêmement minimaliste, parce qu'en fait, on utilise les sticks analogiques pour se déplacer, et un seul bouton qui va nous servir à sauter. D'accord. C'est vraiment rien de plus. Et dans les faits, c'est pas un jeu qui demande énormément du coup de skills, de compétences ou autre. Mais par contre, moi, ce que j'avais beaucoup aimé avec ce jeu, c'était le fait de pouvoir faire découvrir, grâce à ce jeu, le platformer à des enfants. D'accord. Parce qu'il est vraiment, du coup, pas compliqué. T'as un stick
normalement quand tu joues aux jeux vidéo tu utilises assez vite les sticks donc tu sais comment les utiliser et un seul bouton, t'as pas à te dire ok donc tel bouton ça me fait un dash, tel bouton ça me fait double saut et tout. Là pour le coup t'as vraiment juste un bouton, t'appuies dessus et ça va fonctionner. D'accord. Donc c'était vraiment l'idée parce que d'un point de vue challenge ou quoi, même si je suis pas une grande fan des platformers, voilà, il n'y a pas de challenge pour moi, même si je n'y joue pas spécialement à ce style de jeu. Donc en soi, un adulte, je pense qu'il va pas se dire waouh, c'est un jeu révolutionnaire. Par contre, un adulte pour le faire découvrir à un enfant, là il y a un vrai intérêt, j'ai trouvé. Il n'y a pas un côté frustrant pour l'enfant parce que donc c'est de la plateforme, mais c'est aussi des énigmes. Les énigmes sont relativement simples. Bon là j'en ai plus en tête, mais je me suis pas dit oh elle est compliquée celle-ci. Non. Oui, c'est des choses intuitives. C'est assez intuitif. Okay. Il y a une petite carte qui t'aide aussi. Pareil, tu te repères facilement, c'est pas une carte avec 28 milliards de trucs dessus. Je pense qu'un enfant à partir de 5-6 ans, il comprend très vite le truc. Il peut en fait découvrir le jeu tout seul en plus. Il y a ça qui est cool aussi, c'est on peut l'accompagner. Je conseillerais toujours à un adulte d'accompagner un enfant sur un jeu, surtout s'il a 5-6 ans, effectivement, vaut mieux qu'il soit accompagné d'un adulte. Mais dans les faits, si on laisse l'enfant jouer, il va pas être frustré, il va pas se dire je comprends pas, voilà, il y a pas de difficulté dessus. C'est ça qui est chouette. Et en plus, du coup, effectivement, il n'y a pas ce côté de difficulté, donc on ne le met pas sur un Céleste. Oui, bon, je parle de deux jeux vraiment différents. Ce qui serait contre-productif, mais du coup, ce serait l'inverse de Céleste, quoi. Ouais, pour le coup, c'est plutôt l'inverse de Céleste, où, tu prends ton petit jeu, tu te promènes, tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin, il y a ce côté, moi, j'ai vraiment... Pour le coup, assez vite, j'ai arrêté de me dire qu'est-ce que je vais avoir comme challenge, et je l'ai plus vu comme une découverte. Ok, quelqu'un qui connaît pas le jeu platformer, qui a pas l'habitude des jeux vidéo, parce que bon, je parle des enfants, mais ça peut aussi être un adulte, finalement, qui a pas l'habitude des jeux, qui déteste le platformer, enfin on sait que c'est un style particulier, il y en a qui ont beaucoup de mal avec le platformer, je parle pas du tout de moi, je parle évidemment de moi, mais il y a ce côté vraiment intuitif, simple, pas prise de tête, et puis il y a pas comme dans d'autres jeux où tu vois un passage, tu y as pas accès, et en fait 3 heures plus tard il te rappelle, au fait tu te rappelles ce truc là que t'as vu pendant 3 secondes. Oui, le jeu ne demande pas une charge mentale entre guillemets hyper lourde, et tu peux juste suivre le truc en te détendant, et c'est plutôt facile. Cool. Okay. C'est plutôt facile, c'est plutôt cool. Donc franchement, pas de difficulté particulière à l'horizon. Il y a, je dirais que le plus difficile dont je me souviens, il y avait un niveau en mode miroir. Donc quand tu mettais ton stick vers la droite, en réalité ton personnage allait vers la gauche. Oui, un petit jeu avec les contrôles. Voilà. D'accord. Donc là, c'était peut-être le moment le plus difficile, parce que t'as fait pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, de manière normale, on va dire. Et là, d'un coup, on t'explique que tes contrôles sont inversés, et puis des fois, le personnage, il est à l'envers. Enfin, c'était là où il y avait un petit peu plus de difficulté, on va dire. Mais ça arrive sur une approche de comment contrôler son personnage, tout ça. Enfin, exactement. D'accord. Donc vraiment un jeu de prise en main, prise en main, des jeux vidéo et de découverte, quoi, en gros. Totalement. Et c'était ça qui était vraiment cool. Et puis, en plus, ce niveau-là arrive relativement tard dans le jeu, donc t'as quand même eu le temps de bien avancer. Et là, t'arrives à ce moment un peu plus compliqué, mais t'as eu toute la partie avant, donc tu te dis, ok, j'ai su faire avant, maintenant je peux réussir la suite, normalement j'en suis capable. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et puis, pour terminer, parce que du coup, c'est assez rapide, parce que le jeu est rapide en réalité. Moi, il me semble que j'y ai passé 2 heures, quelque chose comme ça. Ah, d'accord, ah oui, vraiment une expérience ramassée pour un enfant, hyper rapide, ou en tout cas pour découvrir les jeux vidéo, c'est cool, quoi. En plus de ça, il y a le côté de c'est pas un jeu à l'infini, on y passe 30 heures, 40 heures, 120 heures. Non, il y a une fin qui est assez rapide. Donc dis-moi, j'y ai passé 2 heures, peut-être que c'est 2h30, 3 heures, c'était un peu plus lent, je sais pas exactement, j'ai pas fait le test. Mais donc ça, c'était chouette en plus, du coup pas long, ça évite, ça peut être une après-midi pluvieuse ou pas, mais voilà, c'est chouette, ou une soirée. Et puis en plus de ça, on parle d'un jeu qui est plutôt joli, en tout cas dans mes goûts. Il y avait dans le package total, donc la bande originale était chouette, elle était relaxante, apaisante, donc il n'y avait pas ce côté en plus qu'on peut avoir parfois très nerveux, qui rajoute du stress quand tu joues et que tu n'y arrives pas sur un platformer, et en plus il y a la musique qui va super vite et moi j'arrive pas à suivre le rythme. Et le scrolling qui avance, et le personnage et une musique qui truc, ou alors la lave qui monte en dessous, c'est le genre d'ambiance. Ce genre d'ambiance là où t'es là, t'es punaise, j'arrive vraiment pas à passer ce niveau dans Super Meat Boy, j'en ai ras-le-bol. Et non, là il y avait pas ça.
Donc c'était chouette. Les graphismes sont très beaux, c'était des graphismes qui sont peints à la main. Ouais, de ce que j'ai vu du jeu sur la jaquette et vite fait les images, c'est vrai que ça a l'air assez joli et assez travaillé, quoi. Et tout le monde le dit, ça a été ma première impression aussi, il y a un côté à la Ghibli dans l'ambiance. D'accord. Ghibli ou Ghibli, selon la prononciation que vous voulez. Je crois que la vraie c'est Ghibli, mais personne ne l'a dit comme ça, mais c'est pas grave. Donc une petite ambiance à la Ghibli dans le jeu, si on aime ce studio de films d'animation en plus, c'est bonus. Donc voilà pourquoi j'ai voulu parler d'OA aujourd'hui, parce que c'était une chouette petite expérience de jeu. J'en attendais pas grand chose, mais ce genre de truc, tu passes 2-3 heures, à la fin t'as terminé, c'est chouette. T'as passé un bon moment et c'est cool. Exactement, je passais un bon moment, je me suis pas dit mince j'ai raté 2 ou 3 heures de ma vie, au contraire j'étais contente et voilà. Voilà pour moi, pour ma découverte du jour. Très bien, bah écoute, ça donne envie d'essayer je trouve, et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on parle pas vraiment, enfin généralement quand on parle de jeux vidéo on en parle un peu entre joueurs quoi, et là le fait d'avoir un jeu effectivement qui va plus vers le toucher un public sur la découverte, sur l'initiation, je trouve que c'est cool, et ça donne une bonne raison de l'emprunter et d'essayer d'y jouer et de faire jouer en fait avec ce jeu quoi. Ouais, totalement. C'était vrai que, enfin, encore une fois, c'est pas le genre de jeu que moi j'achèterais pour avoir dans ma propre bibliothèque, parce que, bah, de toute façon, j'en porte à la bibliothèque, donc du coup, au moins c'est gagné. Mais si jamais un jour je devais offrir un jeu à quelqu'un qui connaît pas du tout le style ou qui dit, bah, je suis souvent en difficulté face aux jeux vidéo, bah, OA, ça me semble être le bon jeu, parce qu'il n'y a pas de volonté de mettre en échec le joueur. Et je trouve que, c'est une critique sans en être une, mais c'est rare en fait d'avoir des jeux comme ça qui te mettent jamais en échec. Qui te mettent. Je dis pas que les jeux te mettent en échec, c'est juste que souvent t'as des boss, t'as des niveaux qui vont être un peu plus difficiles, et t'as toujours des gens qui disent, mais qui jouent moins aux jeux vidéo. Il y a le panneau, je crois, qui vient de tomber de celui qui dit qu'on enregistre. On va croiser les doigts maintenant. À partir de maintenant, on va croiser les doigts. On est au bord de la falaise. Ouais. On espère que personne va nous pousser. Voilà. On espère que personne ne va débarquer en disant mais non, vous enregistrez pas, il n'y a pas le panneau sur la porte. Donc ce que je disais, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de jeux, c'est le schéma classique des jeux vidéo. En même temps, t'as des niveaux à passer, t'as des ennemis à battre, t'as des boss à affronter, mais il y a ce côté qui parfois peut être un peu difficile et rebutant pour certaines personnes qui aiment pas l'échec, qui ont l'impression d'être mauvais aux jeux vidéo parce que ils y connaissent moins de choses que d'autres personnes, qui apprécient pas ces mécaniques-là et qui préfèrent, comme tu dis, avoir une expérience fluide. Exactement. Et voilà, donc c'est aussi pour ça que je trouvais ça chouette d'avoir ce jeu. Ouais, et puis franchement, un studio quasiment inconnu au bataillon, machin, donc c'est vraiment le jeu indépendant par excellence, là. Par excellence, un peu méconnu, donc c'est cool. Merci pour cette présentation. Mais de rien, à toi de nous présenter un jeu auquel je ne jouerai pas, je sens. Non, quoique aussi. Maintenant que moi j'ai présenté mon jeu, c'est à toi Blaise de nous présenter un jeu. T'as le droit de parler un peu plus que moi, parce que moi le jeu était vraiment court, je sens que toi... Après je vais pas forcément en parler des heures, parce que c'est pas un jeu qui a énormément de choses comment dire, de trucs desquels on peut débattre ou quoi. Je vais vous parler de Wulong Fallen Dynasty. Ok. Qui est sorti là cette année en février 2023. Donc un jeu développé par la Team Ninja et édité par Bandai Namco je crois, mais en tout cas qui est développé par la Team Ninja, qui est un studio assez important de la sphère un peu jeu d'action japonaise, parce que c'est un studio qui est qui est à l'origine de licences assez connues comme Dead or Alive ou Ninja Gaiden, et qui a participé aussi à des jeux aussi un peu plus connus comme les Fire Emblem Warriors et des choses comme ça, en partenariat avec Nintendo. Donc c'est un studio Team Ninja qui est fondé en 1995, donc qui est assez ancien, et qui sort son premier jeu du coup Dead or Alive sur les consoles de l'époque, donc PlayStation, Saturn je crois. Des vieux premier Dead or Alive. Premier Dead or Alive, donc le début un peu des jeux d'action, enfin des jeux de combat en 3D.
donc même veine un peu que Tekken et Virtua Fighter et tout ça là. Donc en 95, Dead or Alive. Donc après il y a plusieurs suites à Dead or Alive qui sont produites et jusqu'à Ninja Gaiden en 2004. Donc Ninja Gaiden qui est peut-être alors je sais pas si Dead or Alive ou Ninja Gaiden, lequel des deux est le plus connu. En tout cas, leur licence suivante, c'est Ninja Gaiden, une licence assez connue. A priori, moi c'est un truc que j'ai toujours entendu. Ouais. Donc Ninja Gaiden sur Xbox au départ. Donc une série de jeux d'action où on incarne un ninja. J'avais un doute avec le titre, ouais, mais du coup merci de le soulever. Donc on incarne un ninja, c'est des jeux d'action assez exigeants, assez difficiles et très 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 nerveux. Et il va y en avoir plusieurs, pareil, Ninja Gaiden 1, 2, 3, Sigma, etc. qui vont sortir pareil sur Xbox One. Et là, jusqu'à récemment, une trilogie qu'on a aussi à la médiathèque, en dématérialisé, c'est possible d'y jouer donc sur Xbox, qui s'appelle Ninja Gaiden Trilogie, je crois, avec le 1, le 2 et un truc qui s'appelle Sigma Plus. Je sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, les trois jeux à découvrir. Et donc, je disais aussi, après Ninja Gaiden, donc des collaborations avec Nintendo et le studio Omega Force qui fait les Dynasty Warriors, et ensemble ils font du coup les Fire Emblem Warriors, qui sont des espèces de Dynasty Warriors dans l'univers de Fire Emblem. Ils sortent ça sur Wii U et sur Switch, ainsi que un épisode de Metroid que je connais pas vraiment, qui s'appelle Metroid Other M, qui est un épisode en 3D qui est sorti pareil sur Wii U, mais que je connais pas particulièrement. Ça me disait rien du tout là. Ouais, non, alors je sais pas si on l'a, ça me dit rien du tout. Je crois pas, non. Mais en tout cas, ouais, donc un épisode de Metroid qui est plutôt apprécié, mais qui est pas forcément des plus connus, et qui est en 3D, donc qui a l'air de sortir vraiment de la formule même de Metroid Prime. Donc un épisode particulier, mais qui doit correspondre à peu près avec les connaissances du studio. Donc j'imagine un jeu d'action un peu nerveux en 3D, avec dans l'ambiance Metroid, quoi. Donc enfin, pour revenir à des jeux et des licences plus récentes, donc il y a un tournant dans le studio, dans leur jeu à partir de 2017. Donc comme beaucoup de studios d'action comme ça, il y a eu un espèce de tournant post Dark Souls machin, où ils sont rentrés dans une ère un peu plus de jeux d'action qui vont se rapprocher de la formule Dark Souls, donc avec un côté action RPG, donc un côté RPG plus poussé en tout cas, et avec l'arrivée d'une barre d'endurance pour gérer les déplacements du personnage. Donc ça c'est le début avec Nioh, sorti en 2017. Mais oui. Nioh 2 en 2020 et du coup Wo-Long en 2023. Donc Nioh 1 et 2 c'est des jeux qui ont été hyper bien reçus. Je crois qu'ils sont vraiment des super critiques et c'est des super jeux. Très 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 exigeant pour le coup. Je trouve que c'est vraiment encore un niveau au-dessus de From Software. Tu sens qu'ils ont vraiment un héritage, vraiment jeu punitif, jeu vraiment 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 dur, avec tout un tas de mécaniques qui vont rajouter par rapport à la formule Souls classique et qui en fait vraiment des jeux pour moi très à part. C'est qu'en fait ils rajoutent toute une dimension hack and slash, donc avec énormément de loot, quoi, énormément de trucs à ramasser, d'armes à modifier, à améliorer, à crafter, machin. Enfin, tout un tas de mécaniques de craft et de grind, en fait, où le jeu se base beaucoup sur les éléments, donc il faut construire la bonne armure, le bon personnage, machin. Enfin, une mécanique de build de perso assez poussée, qui rend le jeu vraiment profond, en fait, et qui pour moi dépasse un peu l'aspect juste on refait un espèce de Dark Souls avec des ninjas, où on essaye d'aller proposer autre chose, et le jeu propose vraiment vraiment quelque chose de différent. Et je pense que il y a des gens qui adorent Dark Souls et qui détestent Nioh, et inversement, parce qu'en fait il y a un tournant avec Nioh, mais en même temps ils gardent une philosophie de jeu qui leur est propre, quoi. Même si... Mais il va falloir que t'arrêtes d'être la Suisse, la Blaise. Il faut que tu nous dises. Et toi, du coup, ton opinion sur les Nioh? Non, moi j'adore Nioh. Ok, bon, ça va. C'était pas du tout une critique. Moi j'adore. Je trouve que c'est des super jeux. Notamment le 2 qui poussait encore plus loin avec plein de nouvelles mécaniques. Bref, je peux en parler là, mais Nioh 2, vraiment un super 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 jeu.
Et du coup, j'attendais beaucoup quand Wolong a été annoncé, parce que c'était une espèce de suite, une suite spirituelle de Nioh sans être la vraie suite, avec tout un tas de mécaniques qui étaient annoncées. Donc, dans les nouvelles choses qui étaient prévues dans le jeu et qui était un petit peu le petit twist, le petit pas de côté par rapport à Nioh, c'est la prédominance d'une parade donc dans le jeu qui permet de faire une parade parfaite sur certains adversaires et de leur infliger des coups critiques plus puissants, et une mobilité beaucoup plus importante, donc avec un personnage beaucoup plus mobile. Alors que déjà Nioh c'était bien nerveux, mais là on monte encore un cran sur la mobilité du personnage, et un système de magie un peu plus poussé que dans Nioh, où Nioh reste un jeu de combat très porté sur les armes. Là, il proposait un jeu qui donnait plus de place à la magie et les sorts, quoi. Voilà, et en gros, pour finir sur le studio, après je parlerai un peu plus du jeu, pour finir sur le studio, là, en gros, ils ont fini Wolong. Je crois qu'il y a un DLC qui est annoncé, mais je sais pas vraiment ce que ça donnera, voilà. Mais en gros, le gros travail du studio en ce moment, c'est Rise of the Ronin. Ah, mais oui, ok, oui. Qui est censé sortir a priori en 2024 et qui est en gros la vraie suite, et qui est a priori leur gros jeu en fait, qu'ils sont en train de développer. Donc qui sera une espèce de monde ouvert, donc qui est pareil, un espèce de changement aussi dans le studio, donc de proposer un monde ouvert dans le Japon de l'ère Meiji, je crois, donc 19e siècle, où on verra une espèce de Ronin, je pense, pareil, avec tout ce que ça implique, et toute leur mécanique de jeu, donc j'imagine avec des sables, des combats dynamiques et punitifs, plein d'outils, et puis beaucoup de combats, je pense. Bah ouais, bien sûr, on espère. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Alors, Wolong, du coup, pour rentrer un peu plus en détail dans les mécaniques du jeu, donc c'est un jeu d'action RPG, donc qui va à la fois vous demander d'avoir un regard sur les niveaux du personnage, répartir des points de compétences, etc. Ouais, normalement, action RPG, là, ils sont censés connaître. On en a présenté plusieurs. En principe, vous connaissez ce qu'est un action RPG. Et du coup, voilà, et en plus de cette dimension RPG, une dimension action qui est pour le coup, comme je disais tout à l'heure, par rapport à leurs autres jeux, assez exigeante et assez dure. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont un peu cassés les dents à la sortie du jeu sur le premier boss du jeu, qui est genre hyper dur. Alors que la suite est plutôt cool, le début du jeu est plutôt facile à appréhender, mais le premier boss, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, le boss du tuto, il est hyper dur. Bah c'est peut-être un truc de faites gaffe, vous arrivez dans ce style de jeu là, parce qu'on a eu quand même un peu ce truc de dissonance sur certains jeux où c'était lequel, c'est pas Sekiro, où il y en a beaucoup, ils se sont dit oh il est vachement dur Sekiro et tout, bah oui, c'est... Je sais pas si c'est Sekiro, parce que c'est pareil, le début de Sekiro était assez difficile, mais oui, parfois il y a des soucis d'équilibrage, surtout. Ouais. C'est des jeux qui, à mon avis, parce que vu que ça arrive régulièrement, qui ont des soucis d'équilibrage parfois, où tout se passe bien, et puis d'un coup ça devient super dur, et en fait après bizarrement c'est plus facile, alors que t'es passé par des phases beaucoup plus dures, donc là en tout cas clairement le début du jeu, alors je sais pas à quel point c'est volontaire ou non, s'il y a eu des mises à jour depuis que j'ai joué au jeu pour un petit peu revoir les choses, mais le début était vraiment dur, mais bon normalement ça une fois passé cette première difficulté, ça va. Donc en gros, dans le jeu, il y a plusieurs mouvements disponibles. Vous pouvez faire une attaque normale, faire une attaque puissante, faire une parade, faire une esquive et faire une parade parfaite. Ce qui est intéressant dans le jeu, je trouve, concernant ce qu'on considère être les parades parfaites, c'est que, en gros, la garde du jeu, c'est un bouton de gâchette. Donc, la garde du jeu vous protège de toutes les attaques. Quand vous appuyez sur rond, au moment où l'attaque vous touche, vous faites une parade parfaite. Ok. Ce qui fait qu'on n'est pas dans une parade hyper punitive où il faut absolument appuyer sur le bouton de garde au bon moment. Okay. Là, on peut maintenir la garde, ce qui fait qu'une parade ratée n'est pas un échec en réalité, parce qu'on prend le coup dans la garde, mais on rate. En fait, c'est même pas vraiment une parade parfaite, c'est plus un contre qu'on fait pas, mais on fait quand même la garde. Quand on appuie 2 fois sur rond, on fait une esquive. Donc, ce qui est pareil intéressant, parce qu'en gros, il y a
on garde la garde enfoncée, et puis après on choisit en fonction de la situation, une fois rond, 2 fois rond, ou juste une garde normale, si on a envie de faire juste une garde normale. Les ennemis ont généralement une ou deux, et ça peut aller jusqu'à 4 ou 5 pour les boss, attaques imparables. Donc souvent c'est une grosse attaque rouge, machin, qu'on voit venir évidemment de très loin, qui elle se garde en faisant une parade parfaite. Donc la parade parfaite est obligatoire à ce moment-là, sinon on prend le coup. Mais cette parade parfaite nous permet de faire une attaque critique très puissante. Ok. Donc en fait, il y a une forme de récompense au fait d'effectuer cette garde parfaite. En fait, le jeu, il te dit pas encaisse les coups et subis et voilà. puis Là, cette garde-là, c'est presque une attaque en elle-même parce qu'en gros, ça va être à nous d'attaquer le boss au bon moment avec cette contre-attaque. Donc d'apprendre les patterns du boss et juste de savoir, ok, il fait son attaque rouge, je fais cette attaque-là et je le dégomme. Donc ça va faire monter une barre de posture qui est une barre d'endurance du boss en gros. Et une fois qu'on a mis la barre d'endurance, qu'on a rempli la barre d'endurance du boss, on lui fait un coup critique et ça lui enlève pas mal de vie. Et en gros, les combats de boss se passent comme ça. Il faut comprendre sur quelles attaques on peut faire une parade parfaite. On apprend à les faire correctement et puis une fois qu'on les connaît, il y a juste à refaire et après ça passe tout seul. Donc en plus de ce système-là, donc là je vous parle un peu du système action du jeu. Le système RPG du jeu est basé sur les 5 éléments, donc eau, feu, bois, terre et métal. Donc ils en ont rajouté un quand même. Enfin, en plus c'est 4 éléments normalement et là ils ont... Ok, d'accord. Ils avaient envie de mettre du métal. Ouais. Pas du bois aussi du coup. Et du bois. Je sais pas c'était quoi les 4 éléments, les vrais. Eau, air, il y a air, c'est pour ça. Terre et feu. Ce qui est bizarre, parce que quand j'ai refait le truc, je me rappelais d'attaque de foudre. Alors je sais plus dans quoi est foudre, c'est peut-être dans terre ou dans bois. Mais il y a des attaques de foudre. Et en gros, ces 5 éléments, donc c'est des points à répartir. Quand on passe un niveau, on a un point à mettre. Et en gros, on peut le mettre soit en eau, soit en feu, soit en bois, etc. Les éléments donnent généralement deux bonus. Un bonus de défense, un bonus d'attaque. Et un truc passif supplémentaire, genre le feu permet de faire plus de dégâts globaux. L'eau permet de faire plus d'esquive, en gros. Le bois donne plus de PV. La terre plus de défense. Et le métal, plus de... je sais plus quoi, parce que je l'ai pas trop utilisé celui-là. Mais en gros, à chaque fois, ça permet d'augmenter les dégâts de feu, d'augmenter la résistance au feu, donc à l'élément, si on prend feu, et d'augmenter les dégâts généraux. Ok, d'accord. Oui, ok. Il n'y a pas que la dimension de ça te permet d'être meilleur quand t'as tel type. C'est aussi de manière globale, quoi qu'il arrive, même si en face t'as un boss qui va pas être sensible forcément à cet élément-là. Ça donne toi, aussi quand même d'autres bonus. En fait, t'as les statistiques élémentaires et les statistiques classiques. Ok. Et ça fait un mélange des deux, ce qui est vachement intéressant parce que du coup, il y a quand même tout un jeu où tu dois faire un build à la fois en pensant aux trucs élémentaires et à la fois en pensant aux trucs globaux. Par exemple, même si on n'a pas du tout envie d'utiliser les attaques donc, qui concernent le bois, bah, ça donne plus de vie. Donc c'est quand même intéressant de mettre des points dedans, même si c'est pas le plus intéressant dans le personnage qu'on a envie de faire. Donc pareil, cet élément-là élémentaire permet aussi une approche particulière des combats parce que en gros les boss vont avoir des spécificités élémentaires, des boss qui vont faire des attaques de foudre, d'eau, machin, enfin d'eau, plutôt de glace que d'eau d'ailleurs souvent. Mais en gros, en augmentant notre résistance à certains types de dégâts, on va aussi mieux résister ou être particulièrement... En gros, il y a certains boss qui vont nous être particulièrement favorables et d'autres non, forcément. Ce à quoi le jeu rajoute une petite mécanique qui permet de changer les statistiques du personnage quand on veut. Ok. Ça, c'est vrai qu'il y a... Enfin, sur un jeu qui est plus ou moins punitif, c'est rare d'avoir cette possibilité-là. Ça se fait de plus en plus. Après, les gens savent pas comment mettre leur point au début. Ils disent, bon, allez, t'as mal foutu ton truc là, on te le refait, vas-y. Ça dépend des jeux. Je trouve que ça dépend des jeux, mais dans celui-là, pour moi, c'était vraiment obligatoire parce que le jeu est tellement basé sur les éléments que tu peux... Il y a des boss, enfin, moi, il y a des boss sur lesquels tu te retrouves quasiment bloqué parce que juste d'un point de vue élémentaire,
toutes tes attaques magiques ne font quasiment pas de dégâts. Et en plus, tu te manges des attaques qui font énormément de dégâts. Par exemple, je crois que c'était un boss de foudre, parce que j'avais fait un personnage haut, en gros, hein, avec beaucoup d'esquives et beaucoup de sorts basés sur la glace. Et en fait, un personnage de foudre. Donc, niveau dégâts, ça allait, mais par contre, je me faisais exploser dès que je prenais un coup. Donc l'idée, c'est de changer un peu son personnage, de trouver un autre build, quoi, et de changer les statistiques. Donc ce qui est intéressant, parce que ça te force du coup à changer un peu de style de jeu. De style de jeu, ouais. Donc ça change complètement tes sorts, ça change complètement tes armes. Parce que ça, je l'ai pas dit, mais dans le jeu, t'as une dizaine d'armes différentes, donc des movesets différents, donc il faut comprendre des attaques différentes. Enfin, il y a quand même une vraie emphase portée sur la diversification des possibilités et des mouvements, ce qui est vachement cool. Pour un jeu aussi dynamique, ça fait plaisir parce que t'as juste envie de tester toutes les armes, de tester tous les mouvements qui sont possibles. Et que chaque boss a un peu son... tu peux créer un build limite Némésis un peu de chaque boss pour trouver exactement ce qu'il faut pour le tuer, et généralement ça rend le truc beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que ça demande un peu de temps pour... c'est-à-dire qu'il faut faire son build, ça veut dire qu'il faut aller chercher les armes, ça veut dire... Enfin, ça reste quand même un jeu qui a cette philosophie de grind, des fois un peu bébête, où en gros, si tu veux battre tel boss facilement, il faut que tu ailles chercher tel set d'armure spécifique, telle arme spécifique, et pour avoir tel set d'armure spécifique, il faut que tu tapes la quête secondaire machin pendant 50 fois pour looter la bonne armure. Donc c'est vraiment un jeu débile, hein. Moi j'adore ça, mais je trouve que c'est vraiment débile. C'est toi qui l'as dit, cela dit, par contre. Oui, non, moi, ces jeux ont une part débilité qu'il faut accepter. C'est pour ça alors du coup que moi j'y arrive. Non, je plaisante, c'est pas t'as des quêtes secondaires, donc en gros dans le jeu est divisé en chapitres dans lesquels t'as des quêtes, donc, qui sont vraiment des missions avec des niveaux fermés, hein. Donc faut pas imaginer un monde ouvert ou un truc interconnecté, machin. C'est vraiment, chaque mission est séparée l'une de l'autre et c'est un niveau à part entière. Et d'ailleurs ils ont ajouté une mécanique dans le jeu qui est vachement cool aussi, c'est que quand on rentre dans un niveau, on rentre au... Alors ça va être bizarre à dire, mais le niveau, donc je veux dire la mission est au niveau 1 quand on rentre dedans, et en gros quand on finit la mission elle est censée être niveau 20. D'accord. En gros on fait monter, au fur et à mesure qu'on avance dans la mission, on fait monter le niveau de la mission. D'accord. Et plus on fait monter le niveau de la mission, plus ça nous débloque des sorts qu'on peut utiliser, parce qu'en gros les sorts ont un certain niveau de mission nécessaire. En gros, quand on est au début du niveau, on peut pas utiliser les gros sorts. Ce qui fait que chaque niveau demande de reprendre du début un petit peu, on reprend les petits sorts et on repart du début. Et en gros, quand on arrive à la fin du niveau, il faut que que la mission soit niveau 20 pour qu'on puisse utiliser tous les sorts du personnage. Et ça, pareil, c'est un truc qui est intéressant parce que ça te force à chaque nouvelle mission à reprendre un peu du début les sorts de ton personnage. Et ça te permet aussi c'est assez compliqué à expliquer, mais en gros, donc la mission a un niveau, donc qui est à la fin de 20, mais notre personnage peut aller au-delà de ce niveau de mission. D'accord. Donc notamment en trouvant des points, des trucs cachés dans le niveau, on peut aller, je crois, en utilisant certains objets, certains consommables, on peut aller jusqu'à 24. Et le boss d'un niveau est toujours niveau 20. D'accord. Et nous, on peut aller jusqu'à un niveau de mission de 24. Ce qui fait que, même si le boss est super dur, si tu as exploré tout le niveau et que tu utilises certains objets, tu peux arriver déjà en étant plus fort que le boss. Ce qui est cool et ce qui te force aussi à explorer bien le niveau dans tous les sens, dans tous les recoins, par rapport à un jeu où tu pourrais juste tracer, arriver à la fin. Là, bon, t'es quand même obligé d'explorer un petit peu. Donc, j'ai fait à peu près le tour des intérêts du jeu. Il n'en reste quand même que ça se sent très vite que c'est un projet un peu à côté pour le studio. Ouais. Parce que leur gros jeu, donc, comme je disais, c'est Rise of the Ronin, là, qui est attendu en 2024. Clairement, c'est un à côté. Il n'y a pas une grande diversité d'ennemis dans le jeu. Okay. Le jeu peut vite être répétitif parce que même qu'on soit au début du jeu ou à la fin du jeu, on va retrouver les mêmes types d'ennemis.
ce qui rend le truc des fois un peu bizarre parce que t'as assez peu de renouvellement d'adversaires, et dans un jeu qui est beaucoup basé sur les mouvements et le fait de comprendre comment se battent les ennemis, bon, à la fin quand ça fait 50 fois que tu tapes le même ennemi, il n'y a plus trop d'intérêt, l'intérêt se renouvelle pas trop, je dirais. Après, ça reste un jeu que je trouve hyper intéressant, qui est hyper dynamique, qui est hyper cool à faire, et qui vaut le coup d'être testé rien que pour ça, parce que je trouve que il a vraiment un super feeling. Comme je disais, toutes ces sensations d'esquive, de parade, de contre, ça vraiment envoie de la patate, quoi. Quand tu réussis à faire plusieurs fois d'affilée la bonne parade sur une grosse attaque de boss et que tu lui descends sa barre de vie super vite parce que tu le connais bien, c'est hyper satisfaisant. Il n'en reste que, voilà, comme je disais, c'est hyper punitif, il faut être capable de se contrôler et puis de rester dans une forme de concentration et de contrôle qui en fonction des gens peut être difficile à atteindre, mais ça reste un jeu, je trouve, hyper intéressant et qui est une belle variation de la philosophie du studio et qui est intéressant à faire au moins pour ça, parce que je trouve que finalement des jeux comme ça il y en a assez peu, et c'est cool d'avoir un studio qui va toujours aussi de manière aussi radicale dans ses trucs, même avec tout ce que ça a de bien et de mauvais, comme je disais, sur le côté un peu débile du loot, sur le côté un peu débile de refaire en boucle les mêmes missions, avec des quêtes des missions secondaires où tu vas te taper tiens, tu t'es bien amusé contre ce boss, et si on les faisait les deux ensemble, tu vois, genre vraiment t'arrives à des niveaux des fois d'absurdité et tu je les ai déjà tués tous les deux, franchement on est obligé de les remettre ensemble en plus. C'est mais nul. bon, ça fait partie du genre en fait, et de te mettre des défis débiles, et puis toi, comme t'es encore plus débile, et t'y vas, et t'y retournes, quoi. Donc, mais voilà, moi j'aime beaucoup ce jeu, je trouve que ça vaut le coup de mettre les mains dessus. On l'a en version PS5 à la bibliothèque. Ouais, donc tout à fait. faut pas hésiter si vous avez une PS5 à venir le prendre. Et on sait qu'il y a quelques joueurs de PS5, on a vu que nos jeux PS5 n'étaient pas si souvent présents que ça à la médiathèque. Faut essayer, faut pas avoir trop peur. De toute façon, si on n'y arrive pas, c'est pas grave. C'est bête, je vais pas pouvoir le tester. C'est toi et Franck qui avez les PS5 de la médiathèque en ce moment. Ouais, c'est vrai. Hein. Ah mince alors. Non mais moi c'est lui avec le perso le roi singe. Ou non, je confonds avec un autre jeu. Non, ça c'est un autre jeu, c'est un jeu où il y a juste eu un espèce de trailer. De teaser, mais c'est pas encore sorti. Bah non alors. Mais c'est vrai que, non, parce que le roi singe, je crois que c'est Franck qui m'en avait parlé et tout, mais Hollande, en vrai de vrai, à chaque fois c'est le genre de jeu, je vois les trailers et je me dis, ça a l'air cool et tout, et après je comprends que c'est typiquement le genre de jeu où je vais péter un câble, parce que je n'ai pas la patience et le calme qu'a Blaise sur ce genre de jeu. Moi je suis là et je suis... Je dirais que j'ai pas forcément ni la patience ni le calme, hein. Mais... C'est vrai que cela dit, moi je te vois pas y jouer. Hein. Non, en vrai, je râle beaucoup quand j'y joue, mais j'adore. C'est vraiment ce côté, tu râles, mais en même temps, tu prends du plaisir. Et je trouve que c'est vraiment des jeux cool. Et voilà. Ouais, moi je sais que je suis plus hermétique à ce genre de jeu que toi, et que du coup... mais en plus c'est dommage parce que je pense que sur un certain aspect il y a le côté accomplissement quand tu réussis carrément les boss et tout, mais je sais que moi, déjà tout le truc de tu refais tout ton attirail, et des fois t'arrives devant le boss et en fait tout ce que t'avais fait avant c'est pas bon et tu peux pas changer pendant ton combat, et tu te dis juste soit je me fais rouler dessus, soit je reviens en arrière. De toute façon tu te feras rouler dessus en permanence. Non mais voilà, moi j'ai pas la patience pour ça, j'ai pas la patience et je suis juste là. Il y a tellement de jeux à faire et que je me dis non, j'ai pas envie de passer. Il dure combien de temps? 15, 20 heures? Et une durée je dirais 30 heures peut-être. Ouais, donc 30 heures pour Blaise, moi en double, parce que je vais me faire rouler dessus. Non, j'ai plus la patience, je crois que j'ai jamais eu en fait. J'ai pas la patience pour ce genre de jeu. Et c'est dommage parce qu'en vrai, je pense qu'il y a plein de pans où je pourrais m'éclater dessus. Ouais. C'est juste que c'est typiquement le genre de jeu, je serais en normal tout du long et arrivé au boss, il est où le mode facile déjà? Le mode ultra facile, il est où? Allez, hop. Alors que, et du coup, t'enlèves tout l'intérêt et ça m'intéresse pas de jouer dans ce contexte-là. C'est des jeux qui ont moi, que je trouve très ambivalents, parce que, et particulièrement les jeux de ce studio, parce que ils sont à la fois hyper récompensant quand t'arrives à comprendre le jeu et que t'acceptes le fait que y a plein de trucs comme je disais, de trucs bêtes, de trucs idiots, et ouais, mais ça, cela dit, enfin dans les jeux vidéo, je veux dire, il y a plein de pans dans n'importe quel jeu où tu fais une action et tu dis mais c'est stupide. Oui, mais après, bon, encore plus dans le
son envie d'accepter en fait les grosses ficelles et les gros trucs un peu bébêtes de ce à quoi on joue. Tous les jeux sont un peu comme ça, mais il y a des jeux qui nous le font accepter plus facilement, et puis il y a des trucs je pense qu'on est plus que chaque joueur est à même de comprendre et d'accepter ou pas, quoi. Quand tu sais par quoi tu dois passer pour prendre ton plaisir. Et donc c'est vraiment ça. Quel enfer. Enfin non, pas quel enfer. si, tu peux me dire quel enfer, mais moi j'en ressors toujours en me disant ça. Enfin, quel enfer ce jeu. Bah, du coup, je pense que je ne prendrai pas plaisir à ce jeu. Cela dit, et c'est le beau moment pour faire une belle transition, pour toutes les personnes qui veulent se faire plaisir sur ce genre de jeu ou sur le genre de jeu que moi je présente, il vous suffit de venir à la médiathèque à Chevilly-la-Rue pour emprunter des jeux avec votre carte de médiathèque, sachant que si vous n'habitez pas à Chevilly-la-Rue, rapprochez-vous de vos médiathèques. J'en connais plein qui proposent aussi du prêt de jeux vidéo. Qui proposent du prêt ou du surplace. Ou du surplace, voire du prêt de console parfois. Donc n'hésitez pas à y aller. La plupart des médiathèques sont gratuites, même si c'est payant, c'est à l'année et c'est sûrement moins cher que votre abonnement Netflix à l'année, sachez-le. Ouais, c'est sûr. Donc je ne sais pas, je paye plus Netflix, donc j'en sais rien. C'est sûr et certain, et puis ça donne l'occasion de tester des trucs qu'on n'a pas forcément, qu'on ne sait pas si on va aimer ou pas, mais en tout cas on teste, et puis des fois il y a des trucs qui nous parlent et c'est l'occasion. Parce que même si je dis que je ne jouerai jamais à Elden Ring, peut-être qu'un jour j'aurai terminé tous les 800 jeux qui sont proposés à la médiathèque, et qu'il ne restera que Elden Ring. Et qu'il ne restera qu'Elden Ring, et que par curiosité je le prendrai et je le testerai. C'est faux, j'ai tellement de jeux dans ma bibliothèque qui attendent. Mais dans les faits, vous pouvez tester et vous pouvez derrière les rendre et puis soit les réemprunter ou acheter si ça vous fait plaisir. Sur ce, je pense qu'on a terminé. Ouais, salut, bonnes vacances. Potentiellement. De la Toussaint non, pas encore. Je sais pas. Non, on sait pas quand cet épisode sort. Franchement, on n'a pas d'ordinateur. C'est rien ne va. Tout est en suspens. On ne sait pas quand les choses vont se faire. Donc, on espère à très vite pour un prochain épisode. N'hésitez pas à venir nous parler des jeux auxquels vous avez joué. Merci Blaise pour avoir fait tomber le stylo. Bon, faut vraiment qu'on arrête là. À plus. Allez, salut. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et si vous avez testé le jeu. À bientôt pour un autre épisode de Point de sauvegarde et surtout, n'oubliez pas de sauvegarder. You never know what's around the next corner.